Bonjour, je m'appelle Pierre Provencher. Nous sommes à la librairie de livres d'occasion, le Livre Voyageur, pour interviewer son propriétaire, M. Bruno Lalonde, sur le métier de libraire. Bonjour Bruno, depuis combien de temps es-tu libraire? Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre un tel métier? Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, ce métier de libraire? Bonjour Pierre, mon nom est Bruno Lalonde et je suis propriétaire du Livre Voyageur depuis 1996. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans le quartier de Côte-des-Neiges. Pourquoi je suis devenu libraire? Pierre, franchement, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Ce que je sais, c'est que comment m'est venue l'idée, c'est en fumant un gros joint. J'ai fait 36 métiers, des petits métiers de plongeur à travailler dans une usine de textile, à concierge, tous les petits métiers possibles. Et à un moment donné, j'étais dans mon bureau en train de lire de la poésie et justement en train de griller un gros pétard. Et je me demandais c'était quoi les choses que j'aimais le plus dans la vie. À part lire, rencontrer des femmes, vivre. J'en suis venu à la conclusion que les choses que j'aimais le plus, c'était les livres. Et que si je voulais gagner ma vie, ben, il fallait que je reste dans le monde des livres. Alors, le lendemain matin, j'ai mis une petite annonce dans le journal La Presse et je demandais pour acheter des livres et que je me destinais à revendre dans d'autres librairies de livres d'occasion. Alors, 2-3 jours après l'apparition de l'annonce dans La Presse, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui m'a dit qu'elle avait un garage rempli de boîtes de livres et qu'elle souhaiterait bien s'en débarrasser. Alors, avec un ami, on est allé chercher les boîtes. Il y en avait peut-être une quarantaine de boîtes. Et j'ai revendu ça à gauche et à droite. J'ai revendu ça, entre autres, à Giacomo Falconi, à l'Échange, à la bouquinerie Mont-Royal. Et cette journée-là, j'ai fait environ 2000 $. Il y a combien de temps de ça? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Oui, il y a 20 ans. Et c'est comme ça que tu as connu les tenants et aboutissants des librairies de livres d'occasion. Oui, et là, j'étais au tout début de la trentaine. Ça faisait déjà presque 2 ans que j'étais sur l'aide sociale. Peut-être pas tout à fait 2 ans, 1 an et demi. J'étais un peu inquiet parce qu'on disait qu'après 2 ans sur l'aide sociale, c'était foutu. On était condamné à vie à l'aide sociale. Alors, pressentant cette sombre prophétie se réaliser sur mon humble personne, je me suis mis à être assez affolé, assez inquiet. Alors, quand j'ai vu... D'où la grosseur du joint. Ouais. Ouais, les joints étaient de plus en plus gros à mesure que les nuages s'accumulaient au-dessus de ma tête. Et moi-même, je disparaissais dans un nuage de fumée cannabinique. Okay. C'est ce qu'on peut dire. Revenons au livre. Alors là, quand j'ai vu, donc, et après ça, quelques jours après, j'ai eu un autre coup de téléphone. Et là, ben, j'ai fait encore quelques centaines de dollars. Et je me suis retrouvé avec un petit pactole de 2-3 000 $. Et là, j'ai écrit une lettre à l'aide sociale, leur expliquant que je ne souhaitais plus recevoir de chèques, car j'avais décidé de partir ma petite entreprise. Bravo. Ouais. Alors, c'est comme ça que tu t'es lancé dans les livres d'occasion Ouais. à Montréal. Oui. Là, je pourrais te raconter d'autres péripéties. J'ai acheté, quelques années plus tard, j'ai acheté un immense lot d'une congrégation religieuse qui fermait. J'en ai fermé quelques-unes d'ailleurs. Mhm. Alors, ça pourra peut-être faire l'objet de d'autres réflexions sur la disparition des communautés religieuses au Québec là, et de la disparition des bibliothèques. Et à un moment donné, j'ai vu une annonce dans le journal qui disait qu'un fonds de commerce de librairie était à vendre à Côte-des-Neiges.
sur la rue Lacombe. Alors, je me suis présenté. Mon intention, c'était d'acheter le fonds et de faire, comme à mon habitude, de les revendre à d'autres librairies. Mais le propriétaire qui avait parti ce commerce-là depuis 6 mois souhaitait que je reprenne les librairies et que je reprenne également le bail. Il ne souhaitait pas me voir dépecer son inventaire à mon profit seulement. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai décidé d'acheter la librairie du type en question et de reprendre à mon compte le bail. Et c'est là qu'est devenue la librairie, le livre voyageur. Oui, mais à ce moment-là, c'est la librairie de Alain Magnan, s'appelait L'Archange. Oui. OK. Et je m'étais déjà enregistré auparavant, plusieurs mois auparavant, parce que j'avais décidé de produire des rapports d'impôts, comme j'avais parti de ma petite entreprise. J'avais décidé de ne pas faire les choses uniquement en dessous de la table. J'avais décidé de me donner une existence légale. Et donc, j'ai repris le commerce en question. L'Archange est devenu le livre voyageur, qui était déjà enregistré. Et j'ai repris le bail. Il restait 1 an et demi au bail. Et j'étais absolument certain de l'échec. Pour moi, je me tapais un trip de libraire qui devait durer 18 mois, puis qu'au terme de ce bail-là, ben, je fermerais boutique. Et déjà, il m'arrivait de faire le tour de la boutique, puis de regarder les tablettes, puis de figurer comment ces tablettes-là seraient belles dans mon appartement. Parce que j'étais absolument certain que la librairie fonctionnerait pas. Alors, aucun plan d'affaires, pratiquement aucune liquidité, aucune expérience dans la gestion d'un commerce. Je savais même pas comment fonctionnait une caisse enregistreuse. D'ailleurs, quand j'ai acheté la librairie, il n'y avait pas de caisse enregistreuse. Il n'y avait même pas de téléphone. Ouais, c'était une librairie qui était balbutiante. Et visiblement, celui qui me l'a vendu avait encore moins d'expérience que moi. Alors, j'étais absolument certain de l'échec. À partir de ce moment-là, tous les résultats sont bons. Absolument. Quand le pire est prévisible... il n'y a rien de pire qui peut arriver. Absolument. Ouais. Alors, je me suis mis à avoir... Rapidement, j'ai eu du plaisir. Rapidement, j'ai travaillé sans aucune pression. J'avais aucun plan d'affaires, aucun objectif. Ce n'est que de durer 18 mois, puis après ça, de brader l'inventaire. Mais, ô surprise, la librairie s'est mise à fonctionner. Beaucoup. Alors... Sans doute à cause de l'allure de son propriétaire. C'est gentil, Pierre. C'est sûr. On pourrait croire ça. En tout cas, je dirais que c'est aussi ou surtout à cause de ma compétence. Bon. Parce que malgré tout, avec toutes ces années-là de lecture, de vente de livres dans d'autres librairies, j'ai passé ma vie dans les librairies. Alors, surtout que la clientèle, peut-être davantage de Côte-des-Neiges, exige un certain niveau, ne recherche pas que des livres d'occasion pour se désennuyer, mais surtout des livres d'un certain niveau intellectuel. Ouais, étant près de l'Université de Montréal. Oui, la clientèle que j'ai, c'est une clientèle qui est brillante, qui est formée. Ils ne lisent pas des livres seulement pour se détendre ou décrocher. Là. Ils lisent des livres pour former leur esprit. Ils lisent des livres pour leur travail, pour leur recherche universitaire. Ils sont passionnés, ils sont rigoureux, ils sont exigeants. Ils s'attendent de la même chose de leur libraire. Oui, au début, je me faisais essayer aussi dans le sens qu'ils me demandaient, bon, avez-vous tel ouvrage? Bon, souvent, je n'avais pas l'ouvrage en question. Mais sous-entendu aussi, savez-vous de quoi je parle? Alors, quand je leur disais, bon, non, j'ai pas ce poète-là, mais par contre, j'ai un poète qui appartient à cette école-là. Ah là, tout à coup, ce n'est pas un Philistin.
Et au début, je me faisais assez essayer. Parce que, comme dans n'importe quel milieu, on peut tricher, faire semblant qu'on connaît les choses. Mais pas dans les livres. Bah, ça devient gênant en plus. Parce que je considère aussi que mes clients m'ont appris beaucoup de choses. Après avoir gagné la confiance de beaucoup d'entre eux, puis avoir atteint une certaine notoriété de compétence dans mon domaine, je peux avouer ne pas connaître une chose, ce qui est absolument normal, sans déchoir à leurs propres yeux, sans être vu comme un incompétent qui fait semblant de connaître des choses. Alors, je peux avouer ne pas connaître tel écrivain, tel philosophe, tel penseur, et puis leur demander des renseignements là-dessus, qui éventuellement vont me servir, pas juste sur le plan professionnel comme libraire, mais qui vont me servir à alimenter mes propres réflexions, ma propre recherche intellectuelle. Donc, un libraire n'est pas qu'un simple commerçant, mais peut également profiter de ses livres et de sa clientèle pour avancer dans sa recherche intellectuelle, pour ne pas dire spirituelle. Absolument. D'autant plus qu'un libraire qui est un commerçant, un vrai commerçant, ça va te sembler peut-être absurde ce que je veux dire, mais un vrai commerçant, quelqu'un qui aime vraiment les affaires, ne devient pas libraire. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Donc, il y a une autre forme de recherche. Si ce n'est pas l'argent qui est la motivation, parce que quelqu'un qui aime vraiment le monde des affaires, il souhaite avoir un commerce qui prend de l'expansion, il souhaite avoir d'autres boutiques, il souhaite voir son chiffre d'affaires sans cesse en progression, il souhaite augmenter son chiffre d'affaires, le nombre de ses employés, il souhaite acquérir une certaine dimension. Mais un libraire de livres d'occasion ne fait que survivre sur le plan financier. La condition existentielle d'un libraire de livres d'occasion, elle est très, très pauvre là, sur le plan matériel. Et on est absolument incapable de faire des prédictions d'affaires. Ça, là-dessus, je continue de ne pas en faire. 15 ans plus tard, j'ai toujours pas de plan d'affaires. Je ne sais toujours pas ce que la journée va me réserver aujourd'hui. J'ai appris à composer avec cette insécurité-là, qui peut être créative. Mais si je n'ai pas l'autre aspect positif du métier, c'est-à-dire les rencontres, les conversations, les livreurs qu'on découvre, parce qu'on peut découvrir des livreurs, ou si on peut découvrir dans certains cas, même des manuscrits, ça m'est arrivé. Il y a une recherche aussi. Là. Si la pauvreté des gains n'est pas compensée par l'excellence du mode de vie qui se rapproche de la condition du philosophe, qui est d'une certaine façon détaché des biens de ce monde, à ce moment-là, c'est absurde d'être libraire. C'est absurde même d'envisager d'être libraire si on ne comprend pas que libraire, c'est un mode de vie. C'est un mode d'être. Ce qui indique que le profit n'est pas toujours situé là où on pense, mais qu'il peut être à un niveau moins matériel, plus abstrait, plus spirituel. Maintenant, j'aimerais aborder la question de la pertinence des librairies aujourd'hui et celle du métier de libraire, hors du commerçant, pour savoir comment il peut s'appliquer au niveau sociétal, à notre monde et à notre société en effervescence. Oui. Bon, l'histoire de la librairie en Occident date de 5 siècles. Bon. Il y a eu toutes sortes de périodes. On ne fera pas ici la chronologie de l'histoire de la librairie. C'est pas le propos de ce matin, je présume. Mais il y a eu des périodes dans l'histoire de la librairie qui étaient en phase avec l'histoire d'une société. Une société qui rentre en ébullition, qui rentre en révolution. Les libraires ne sont pas indifférents, ils ne sont pas indépendants de ça. Dans certains cas, dans certaines sociétés, les libraires sont à l'avant-garde des transformations sociales. Ou du moins partie prenante de l'évolution de la société. Ils sont partie prenante et aussi ils sont à l'avant-garde. On a vu des libraires imprimeurs, d'ailleurs, au 19e siècle, les libraires étaient souvent des imprimeurs, qui imprimaient dans leur arrière-boutique des documents, des tracts, pour dénoncer tel ou tel régime. On a vu des envahisseurs débarquer dans un pays et
les premières cibles, c'est les bibliothèques et les librairies. Aujourd'hui, dans notre Occident repu et gavé et confortable et ankylosé et mortifié même par le confort, on... C'est pas trop. Solzhenitsyn a dit la même chose. Oui. On voit le libraire maintenant comme un dispensaire de loisirs un peu stupide. On voit le libraire comme un fournisseur de passe-temps inessentiel. Mais il y a eu des époques dans l'histoire récente, en tout cas, de l'Occident, où le libraire risquait sa vie pour imprimer des tracts, risquait sa vie pour vendre des ouvrages sous le manteau, s'exposait à des vexations, s'exposait à une oppression, à une surveillance. Peut-être même ici, la librairie est peut-être même sous écoute. Je sais que tu le penses régulièrement, Pierre. Moi, je pense que si c'est le cas, j'espère qu'ils apprennent des choses. Et que ce risque, pour ne pas dire danger, n'expliquerait pas l'épée figurant sur l'emblème des bouquinistes de Paris, lesquels, depuis le Moyen Âge, j'imagine, en ont vu de toutes les couleurs. Il est évident que dans un monde déjà dangereux, ça peut être essentiel d'avoir une arme sur soi. Dans un monde où la détention des armes est l'apanage exclusif des États ou des armées, comme on le voit en Égypte, où le pouvoir armé est aux mains de quelques-uns, au profit de quelques-uns, il peut apparaître souhaitable que le citoyen, quel qu'il soit, pas juste libraire, soit armé également. Comme le sont les Américains. Comme le sont les Américains. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec le deuxième amendement de la Constitution américaine. Évidemment, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais avec un revolver accroché après ma ceinture. Mais à quelque part, ça me rassure de voir qu'il y a un peuple qui, lui, est armé au cas où ses dirigeants deviennent trop fous, trop incompétents, trop avides, trop agressifs. Trop agressifs. Il est bon que dans la terreur, qu'il y ait un équilibre de la terreur, si je peux dire. Qu'elle n'appartienne pas exclusivement qu'à l'État. Exactement. La possibilité de la terreur. Évidemment, au Québec, on est une société un peu particulière parce que la moitié des Québécois sont quand même armés. Hein? Oui, il y a plusieurs millions d'armes au Québec. Il y a encore une culture de chasseurs. Et au Canada anglais, j'imagine. Au Canada anglais aussi. Non, mais au Québec aussi, parce que la chasse a mauvaise réputation. On préfère manger du poulet aux hormones dans des petits emballages en cellophane, puis se donner bonne conscience en se disant altermondialiste ou adepte des libertés individuelles, quand notre nourriture est une... Là, je pense que je m'égare pas mal. Là, on s'en va dans... Ça, tu peux tout couper sur le montage, peut-être. On va rester au métier de libraire. Là. OK. Bien, au fait, on parlait du métier de libraire en fonction de l'évolution de la société. Bon, c'est sur les comment évolue le métier de libraire? Bon, en ce moment, c'est clair. Pour faire le tableau, il y a trois sortes de librairies, je dirais. Il y a les librairies, les grandes surfaces, qu'on connaît, il y en a deux. Est-ce que c'est encore des librairies ou des fournisseurs de distraction? Il y a les librairies indépendantes, qui sont généralement de taille petite, et il y a les librairies de livres d'occasion, qui sont les plus indépendants des indépendants. Parce que ces librairies-là d'occasion ne jouissent d'aucune subvention, sont vues souvent par les libraires de livres neufs comme des concurrents déloyaux, oui, sans comprendre qu'au fond, dans une forêt, il y a toutes sortes d'animaux. Et c'est bon qu'il y ait une diversité.
puis dans le cas des librairies de livres d'occasion, nous, 90% des livres sont épuisés. Donc, Nous, on traite de 100% des livres. Et la majorité des livres étant épuisés, on les trouve où? On les trouve chez nous ou depuis quelques années sur Internet. J'aimerais revenir au thème qu'on discutait un peu plus tôt, à savoir le rôle de la librairie ou du libraire. La librairie n'est que... Non, Pierre, c'est la nuance que tu permets, Oui. que tu fais entre le libraire et la librairie. Justement, le titre de cette web émission-là, c'est le temps des libraires. C'est que moi, je pense que le temps des librairies est vraisemblablement terminé. Que maintenant, ça va être les libraires, c'est-à-dire des personnes qui vont être au centre de leur propre petit commerce. Et que cette personne-là... Et non seulement un caissier. Exactement. La majorité des libraires des grandes chaînes, c'est des commis caissiers. Voilà. Bon. On ne souhaite pas d'aucune façon que ces gens-là rentrent en contact avec la clientèle. Un libraire qui va passer 10 minutes à expliquer pourquoi tel livre est bon à un client, puis le livre est vendu 10,95, il n'y a pas un chef d'entreprise qui va souhaiter que son employé perde 15 minutes à expliquer pourquoi il vaut mieux lire Bukowski que Gavalda. Très bien. Bon. Donc, je reprends alors la question. Quel est le rôle du libraire dans une société en évolution, pour ne pas parler de société en révolution? On peut parler des deux. Le rôle d'un libraire dans une société en évolution, ça va être de créer une place de rencontre. Une place de rencontre où des personnes vont pouvoir se réunir pour établir des stratégies de changement dans leur vie personnelle, des stratégies de changement aussi, d'adaptation aux grands bouleversements qui vont bientôt s'abattre sur nous. Vous, comme libraire, tu crois que, peut-être pas comme libraire, là, mais tu crois qu'il va y avoir de grands bouleversements? Oui, puis les librairies, ça n'a jamais été des commerces comme les autres, en partant. Donc, comme ça n'a jamais été des commerces comme les autres, même si beaucoup pensent que c'en sont, le libraire va devoir créer autour de son lieu une plateforme où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger des informations, élaborer des stratégies de survie dans certains cas, de changement dans cette société-là, de participer à des manifestations, de publier des manifestes, de publier des textes, d'organiser un nouveau mode de vie, un nouveau mode d'être, une nouvelle façon de vivre ensemble. C'est clair que se contenter juste de vendre des romans policiers, bientôt, ça n'aura plus aucun sens. Et puis d'ailleurs, le numérique va débouler sur les grandes chaînes. Puis à mon avis, ils vont les éradiquer. Quand les boomers vieillissants seront plus capables de lire les petits textes et qui de toute façon n'auront qu'une seule envie, c'est de mourir en paix et de toucher leur chèque de prestation avant de mourir, ils iront plus dans les librairies acheter le dernier Mankel. Ils vont le commander par Internet, sur leur liseuse électronique. Puis ça va leur coûter moins cher. De toute façon, ça ne prend pas de poussière. De toute façon, ça ne se revend pas chez les libraires. Alors, c'est évident que le numérique pour les non-livres, ça va être un massacre. Là. Parlons-en des non-livres. Qu'est-ce qu'un libraire pense, ou qu'est-ce que toi penses-tu des non-livres, et tu parlais évidemment aussi de non-lecteurs. Qu'est-ce que c'est ce phénomène? Les Américains, Pierre, ont une terminologie pour définir un certain type de livre. Ils appellent ça des livres pour non-lecteurs. Bon, exemple, le Dan Brown, le Da Vinci Code ou Millennium, c'est des livres pour non-lecteurs. Puis ces livres-là, ils ont des caractéristiques, ils sont gros, sont épais, le papier est épais, les caractères sont gros, ils ont l'air de gros livres. En réalité, ils sont réduits de caractère. On va être obligé d'être interrompu. On a un livre de poche. Oui. On disait, bon, c'est ça. C'est des livres pour ce que les Américains qualifient de livres pour un non-lecteur. Leurs caractéristiques sont volumineuses, sont souvent cartonnés. Les caractères
sont gros pour donner l'impression aux gens qu'ils lisent un vrai pavé. On les appelle quoi, des turn page? Hein, turn page? Bon, c'est des livres qui sont l'équivalent du fast-food. Ces livres-là, c'est l'équivalent d'un trio là, chez McDo. Là. Et puis souvent, j'entends dire, ben, vaut mieux lire ça que pas lire. Moi, je dis simplement, peut-être, vaut mieux sauter un repas que passer toutes ses soirées à manger chez McDo. On l'a vu, quelqu'un qui mangerait à journée longue chez McDo, son état de santé serait plutôt pitoyable. Ben, à force de lire des non-livres, aussi son état de santé intellectuel est pitoyable. Il était là aussi avec le développement des non-livres. Maintenant, on a fabriqué un gadget qui s'appelle le livre électronique, le e-book. Et là, le e-book est également un non-livre qui est vendu sur des fichiers de téléchargement qui sont également des non-librairies. Et souvent, ben, on peut acheter ces non-livres-là vendus dans des non-librairies sur des non-livres-là avec de la non-argent, c'est-à-dire une carte de crédit. À des non-lecteurs. À des non-lecteurs. OK. Bon, alors tu ne sembles pas très optimiste face à l'avenir du livre, ou c'est le contraire? Je le suis. Le livre va devenir un extraordinaire outil de combat, un extraordinaire outil de résistance intellectuelle. Et la résistance intellectuelle, elle va passer par une résistance personnelle. Et le livre est un extraordinaire outil pour se former, se forger aussi, se forger une carapace, se forger une attitude. Ah non, je suis très optimiste. Les livres ne disparaîtront pas, là. Ils vont devenir, à mon avis, même de plus en plus puissants, de plus en plus nécessaires. Mais sauf qu'il faut arrêter de toujours flatter les gens comme on le fait. Toujours, hein, les gens sont gentils, les gens les prendre par leurs mains. Non, il faut cesser de faire ça, là. Si les gens sont des ignorants, il faut leur dire, vous êtes des ignorants, vous lisez des mauvais livres. Au fait, Il faut les secouer. Il faut arrêter de leur licher le cul sans arrêt comme on fait pour leur soustraire leur argent, puis ne jamais les confronter. et prendre leur liberté, peut-être. Bien évidemment. Puis les grands livres, c'est quoi? Les grands livres, c'est un choc, les grands livres. Et il existe de grands livres. Hein? Que ce soit la Bible, que ce soit Shakespeare, que ce soit Homère, que ce soit Dostoïevski, Rimbaud. Des grands livres qui nous secouent, qui nous bousculent, qui nous transforment. Il faut laisser rentrer ces livres-là dans nos vies. Il faut sortir le fast-food pour rentrer les vrais repas. Il y a des millions d'émissions sur la cuisine. Et on s'occupe de notre corps avec une espèce d'obséquiosité maladive, puis on laisse en jachère nos esprits. Et plus personne cuisine. Tu parles de milliers d'émissions. Et plus personne cuisine, tout le monde se contente de rester écrasé dans ses sofas à regarder des clowns proposer des recettes absurdes. Oui, à bouffer du fast-food. Bon, je voudrais continuer là, sur la lancée du rôle du libraire dans une société en bouleversement, le mot que tu as utilisé. On voit ce qui s'est passé en Tunisie, on voit ce qui se passe présentement en Égypte. Quel est le rôle du libraire dans un contexte mondial un peu en effervescence ou comme disent les Chinois, interesting times. Alors, quel est le rôle du libraire dans ce milieu-là, dans cette... Ben, moi, j'aime bien la formule de Jacques Ellul. Oui. Penser globalement, agir localement. Formule qui a été reprise là, par le groupe Attaque. Bon, le libraire, le petit libraire individuel n'a pas cette capacité-là d'influer sur les grands d'influer sur les grands bouleversements mondiaux. Il peut le faire à sa manière, c'est-à-dire de façon assez modeste. Moi, je pense que son rôle, ça va être de créer une communauté. De créer autour de son commerce, qui est un lieu public, une petite communauté auquel va se greffer des gens qui vont vouloir provoquer le changement, s'y adapter, ou en être les instigateurs, ou encore
de créer un vivre ensemble pour réfléchir à des stratégies. Parce qu'il est clair que notre façon de vivre et notre façon de penser actuelle est caduque, est terminée. Là. Bon, la majorité des gens ne veulent pas le voir parce qu'ils sont trop engoncés dans leur habitude, sont trop anesthésiés par leur quotidien, qui souvent les rend extrêmement malheureux. Mais ils ne sont pas les seuls à être extrêmement malheureux là, par leur travail ou par leur mode de vie. La majorité des gens sont extrêmement malheureux. Mais ils n'osent pas le dire, le poids social, le poids des habitudes. Et c'est là, il suffit parfois simplement d'une simple étincelle pour que les gens, tout à coup, aient envie de vivre autre chose. Comme on a vu en Tunisie, oui, déjà, qui a commencé tout le bouleversement de l'Afrique du Nord. Oui, puis en Tunisie, tu le sais, Pierre, c'est un petit commerçant qui s'est immolé, un petit commerçant qui vendait des fruits et des légumes sans permis, qui s'est immolé et qui est en train d'engendrer une révolution à l'échelle du Proche-Orient et de la planète. Mhm. Parce que ce qui se passe au Proche-Orient va nous toucher très directement. Là. Mhm. Ça ne se limitera pas. Alors, ça aurait commencé par un petit commerçant de fruits et légumes. C'est-à-dire quelqu'un de très modeste, de très humble. Mhm. Sans doute, ce qui a motivé toute la communauté tunisienne, égyptienne et les autres. Là. Oui, parce que devant la révolte, si, comme dit Pascal, je crois les témoins qui acceptent de mourir, devant le témoignage absolument indépassable d'une personne qui pousse le don de soi jusqu'à la mort, jusqu'au martyre, on ne peut pas ne pas croire le degré de désespoir de cette personne-là. Mm-mm. Alors, et cette personne-là, une seule personne, l'acte désespéré d'une seule personne a engendré une conflagration qui va toucher des centaines de millions de personnes. Sinon des milliards, sinon la Terre au complet. Alors, de l'importance aussi pour les petits commerçants d'être intégrés, d'être enracinés à leur communauté. Et de connaître... Ben, tu sais, Pierre, je n'irai pas me foutre le feu, là. Non. Je n'irai pas m'immoler, hein. J'espère. OK, donc non seulement d'être pour ce petit commerçant, d'être connecté à sa communauté, mais aussi de connaître les enjeux. J'imagine que cette personne-là connaissait la frustration de tous les jeunes tunisiens, entre autres, à avoir même la difficulté à survivre. Évidemment. Ouais, OK. Évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire-là de petits commerçants qui s'immolent, c'est à quel point un homme seul, isolé, peut faire vaciller les puissants. Je pense que les puissants de ce monde, qu'ils soient de Wall Street au Caire, sous-estiment la colère des peuples, sous-estiment la colère des individus et sous-estiment ce qu'un individu désespéré peut faire. Et peut-être que ces individus, cette communauté-là, surestime le pouvoir des puissants, que l'on appelle déjà les puissants. Ouais. Bon, je pense qu'on va vraiment être obligé d'interrompre, Pierre. OK. Peut-être qu'on s'égare aussi avec ça.